Bon, je vous propose qu'on commence. Très bien. Ouais, très bien. Bonjour, je m'appelle Sylvain Favre, je suis responsable informatique en temps partagé. Donc je suis en auto-entreprise et mon travail en fait c'est de conseiller des PME au quotidien dans leurs besoins d'informatique. J'ai une spécialité en sécurité informatique, j'ai travaillé en fait pendant 10 ans dans la sécurité et je vais vous présenter en fait ce que le champ actuel de la cybersécurité, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver actuellement comme attaque et les besoins que vous allez rencontrer en fait au quotidien. On va commencer par une petite slide. Un état des lieux. Aujourd'hui en fait, on est réellement dans un monde ultra connecté, dans le sens où en 60 secondes, c'est un graphe qui est paru sur internet, c'est le nombre d'échanges que vous pouvez avoir sur les différents réseaux sociaux. Forcément, plus on a d'échanges, plus on a de gens qui peuvent être à l'écoute de ce qui transite sur internet. On verra en fait qu'au niveau des hackers, vous avez plusieurs endroits où ils vont pouvoir se positionner. La manière la plus simple, c'est de faire croire qu'ils sont à votre place. C'est ce qu'on va voir dans le slide d'après. Mais on va voir aussi qu'on a aussi des gens qui peuvent se positionner dans le transport, entre chez vous et le serveur où vous allez être, et qui vont pouvoir écouter les flux d'informations et récupérer de l'information à votre insu. Au niveau des volumétries, on voit qu'en 60 secondes, il se passe énormément de choses. À l'heure actuelle, quand on parle de Big Data, on se rend bien compte que le Big Data, c'est effectivement parce qu'on a des volumes qui sont énormes. Ah bah merci. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on estime que 90% des entreprises ont eu un incident de cybersécurité. Dans ces 90%, on garde à l'heure actuelle le premier vecteur, c'est le spam. C'est le courrier qui arrive dans votre boîte aux lettres. Aujourd'hui encore, vous avez des utilisateurs qui, quand ils reçoivent un courrier, ne connaissent pas qui est l'expéditeur et vont quand même l'ouvrir. Et forcément, quand vous avez une pièce jointe qui est vérolée, c'est à partir de ce moment-là où on va avoir en fait un début d'infiltration. Vous avez donc, on reprend les différentes catégories, courrier indésirable, virus, phishing. Le phishing, c'est typiquement quelqu'un qui va vous envoyer un courrier en vous disant nous sommes les impôts, vous avez un trop perçu de temps et connectez-vous sur le site, donnez vos coordonnées bancaires, nous vous renverrons l'argent. Typiquement, ça c'est quelque chose que l'État ne fait pas. Mais il est toujours pareil, à partir du moment où vous sensibilisez les gens sur de l'argent, il y a des gens qui vont quand même aller alors qu'il ne faut pas. Les intrusions, là par contre, on va être plutôt côté réseau avec des gens qui sont sur internet et qui vont réussir à prendre la main soit sur des serveurs, soit sur des équipements actifs, justement pour pouvoir récupérer l'information. Et à la fin, on va voir des attaques qui sont plutôt ciblées, le DOS, le déni de service. On empêche un service de fonctionner. Je te laisse. Merci. Aujourd'hui, la dernière, c'est la demande de rançon qui fait le plus de dégâts. On en est toujours au même point, c'est la pièce jointe qui est ouverte. Vous avez peut-être tous entendu parler de WannaCry. C'est des cryptographes. C'est des virus en fait qui se déclenchent, qui cryptent vos données et vous avez un pop-up qui apparaît et qui vous demande une rançon. Vous envoyez vous donnez de l'argent pour qu'on vous déverrouille l'accès à vos fichiers. Sachant que une fois sur deux, en fait, il n'y aura pas de déverrouillage. L'objectif, c'est réellement de détruire. Je te laisse passer à la suivante, merci. Par contre, là où aujourd'hui encore, sur du vol de données, à 80%, 79% exactement, l'attaque elle vient de l'intérieur de l'entreprise.
On va voir avec des gestes simples, en fait, on peut faire de la sécurité. Le premier hacker, en fait, c'est vos employés. Soit, toujours pareil, pour gagner de l'argent, je prends de l'information, je la revends. Soit juste pour nuire. Vous avez les cas les plus classiques, en fait, c'est la personne qui est en train de partir de l'entreprise et qui va avoir un comportement malveillant parce que justement elle a des rancœurs à l'intention de l'entreprise. Au niveau externe, on va avoir plusieurs profils et là on est plutôt sur des gens, on va dire, métiers. Là on fait plus du hacking pour s'amuser, on fait du hacking pour aller chercher de l'information, pour nuire. On l'a vu sur les dernières élections, pour orienter une élection. Ça fait partie maintenant, en fait, de la cybercriminalité. Là, c'est pareil, on en a parlé, enfin vous l'avez vu dans la vidéo de présentation tout à l'heure. Au niveau des équipements, maintenant, en fait, tout est connecté. Ce qui veut dire que si tout est connecté, tout est susceptible d'être attaqué. Et des fois, à des endroits où on ne le pense pas. On le verra dans les slides suivantes. Mais à partir du moment où on a connexion sur un réseau, si on a connexion sur un réseau, on a exposition. Quand on met en place un firewall, système de protection dans une entreprise, c'est assez surprenant de voir que dès la première seconde, en fait, vous avez des tentatives d'attaque qui sont filtrées. Alors tant que vous n'avez pas d'information qui vous dit qu'il y a des attaques, vous pensez que vous ne l'êtes pas. En fait, même chez vous, sur votre box internet, en fait, il y a des attaques en permanence. Sur les box, en théorie, votre opérateur est censé faire de la protection. En entreprise, on n'est pas obligé de lui faire confiance, donc on va mettre en place des outils qui vont nous permettre de suivre. Et là, c'est plutôt une banalité. Plus on a d'objets, plus on a de systèmes d'exploitation. Plus on a de systèmes d'exploitation, plus on a de programmes. Et plus on a de programmes, et plus on a de failles. On a l'habitude de dire que l'erreur est humaine. Souvent, en fait, les failles qui sont utilisées par les hackers, c'est souvent des oublis des programmeurs. Ça va être la personne qui protège mal son site internet et qui va permettre à quelqu'un d'envoyer du code au travers d'URL. Juste dans le navigateur, en fait, on est capable, en complétant une adresse, d'injecter du code dans un site internet. Ça peut être des trous de sécurité, c'est typiquement WannaCry. C'est une faiblesse de sécurité sur la couche de transport de Windows qui permettait en fait au programme de se connecter sur un serveur, puis sur le voisin, et ainsi de suite, et de se déployer très très vite. Merci. On va parler en fait des différentes attaques, les plus classiques. Je vous disais tout à l'heure, le moyen le plus simple, ça reste le mot de passe. À l'heure actuelle, vous avez certainement entendu parler de stars qui ont eu leurs photos qui sont parties sur Internet parce que leurs comptes ont été piratés. Quand on parle d'un piratage de compte sur iTunes ou sur Gmail, c'est pas le système qui a été piraté et quelqu'un qui s'est introduit chez Google ou qui s'est introduit chez Apple. C'est les 3/4 du temps. Le mot de passe qui était faible, la personne, elle s'est juste connectée à la place, elle a eu accès aux informations, elle a récupéré. Au mois de janvier, comme tous les ans, en fait, on a les hackers qui produisent les mots de passe les plus utilisés. Ceux qui sont le plus utilisés pour pirater. Et franchement, le premier, ça fait 10 ans qu'il est toujours en tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est super simple, il est super connu et pourtant il est super utilisé. Tout le monde a un problème pour retenir son mot de passe. C'est une vraie complexité à l'heure actuelle en fait. Idéalement, on devrait avoir autant de mots de passe que de services. Mais on a forcément, à partir du moment où on multiplie le nombre de mots de passe, le problème c'est comment retenir. Vous avez des astuces qui sont plutôt simples. À l'heure actuelle, ce qu'on conseille de faire, c'est vous choisissez une phrase. Il fait beau aujourd'hui, vous prenez les lettres des premiers mots. Et puis derrière,
vous allez compléter avec le service pour dire par exemple GMA pour Gmail, FAC pour Facebook. Et en faisant les combinaisons que vous voulez, ça vous fait des mots de passe qui sont simples à retenir, mais qui sont complexes à craquer. Parce que les initiales de mots, en fait, ça n'a aucun sens pour un algorithme. Dans les attaques force brute, hein, c'est bête et méchant, ils ont des dictionnaires avec les mots de passe les plus utilisés. Là, on a que les 10 premiers, hein, mais la liste, en fait, vous pouvez la trouver, elle est complète. Ils essayent les mots de passe les uns après les autres. C'est pour ça que ça s'appelle force brute. Hein. C'est bête et méchant. J'essaye le premier, il ne marche pas, j'essaye le suivant, il ne marche pas, et ainsi de suite. Pour ça, il y a des systèmes très simples. Hein. Quand vous faites 3 essais sur Google, vous êtes bloqué. Vous êtes obligé de passer par un système de déblocage pour pouvoir continuer à tester des mots de passe. Ça, c'est la méthode la plus classique. Vous avez un exemple un peu étonnant. Deloitte, c'est un consultant. C'est un très gros consultant. C'est la même chose que Capgemini, Ernst & Young. Ces gens-là, en fait, l'administrateur système de la messagerie, en fait, le mot de passe a été découvert. Ils ont eu accès à la messagerie de Deloitte pendant de octobre 2016 à mars 2017, quand ils se sont rendus compte que quelqu'un avait la main sur le système. À l'heure actuelle, on estime qu'une faille de sécurité est découverte sous 220 jours. C'est la moyenne en fait entre le moment où il y a faille et le moment où on se rend compte que quelqu'un s'est introduit dans le système. C'est très long. Là, dans ce cas-là, en fait, vous avez 244 000 salariés. Les hackers, ils ont eu accès aux 244 000 boîtes aux lettres et donc aussi à tous les échanges entre les clients en interne, en externe. Vous imaginez en fait les dégâts que ça peut causer quand on peut se prendre l'information. On n'a aucune idée de l'impact que ça a eu. On ne sait pas en fait si le hacker a dérobé de l'information, on ne sait pas ce qu'il en a fait, on ne sait pas s'il en a détruit, parce qu'il peut aussi faire ça. Mais on sait que pendant plus de 6 mois, en fait, il y a quelqu'un qui avait la main en tant qu'administrateur de la messagerie, sur un simple nom d'utilisateur et mot de passe, sur une société qui est censée faire du conseil en sécurité. On en a parlé tout à l'heure, les virus et les spyware. Moi, je les mets dans la même catégorie. Vous verrez en fait que sur les ordinateurs, c'est pas géré de la même manière. Les antivirus ne détectent pas forcément les spyware. Les anti-spyware ne détectent pas forcément les virus. Pourtant, dans le fonctionnement, en fait, c'est très proche. Un programme est installé sur votre ordinateur et il a un comportement qui peut être soit destructif, ça c'était les anciens virus qu'on a bien connus, il y a une vingtaine d'années, vous aviez un virus, dès qu'il tombait sur l'ordinateur, vous perdiez toutes vos données. Là, à l'heure actuelle, ça c'est des choses qu'on ne voit plus, on est plus passé sur du ransomware, je crypte les données et je demande une rançon. Le spyware, en fait, il va avoir un comportement qui va être un peu plus fin. C'est typiquement les barres que vous pouvez avoir dans les navigateurs qui vont vous aider à faire des recherches sur des moteurs qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas grave, ils vous vendent en fait le fait que vous allez trouver l'information plus rapidement. Et en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils récupèrent votre comportement. Ils regardent ce que vous faites pour récolter de la donnée et après on va faire de la revente de données. Ce que fait en fait Facebook et Google de manière complètement légale, eux ils le font de manière plutôt intrusive en rajoutant en fait des petits programmes qui vont regarder en fait ce que vous faites. Vous pouvez avoir des hackers qui vont utiliser ce type de programme pour faire de l'écoute de clavier. Donc typiquement le programme s'installe et il écoute les frappes et puis en fait le hacker il a un historique de tout ce que vous tapez sur votre clavier, donc forcément on récupère les noms d'utilisateurs, les mots de passe et ça se détecte très difficilement. Alors vous avez des petits utilitaires comme Adware Cleaner qui permettent de nettoyer régulièrement, ça c'est le bon réflexe, c'est de le passer une fois par mois, on fait un petit nettoyage pour être sûr que tout va bien.
l'hameçonnage, le phishing, on en a parlé tout à l'heure, c'est je me fais passer pour quelqu'un. Donc là, typiquement, ça ressemble beaucoup à une page de connexion Facebook. Par contre, on va commencer à le voir. Si on regarde l'URL, on va voir qu'ici, quelque chose qui ne correspond pas réellement à ce qu'on attend. Et quand vous avez des liens comme ça, alors des fois dans votre texte, dans le mail, il est écrit comme il faut, puis quand vous passez la souris, vous ne bougez pas, vous avez le lien réel qui apparaît, et c'est là où on se rend compte qu'en fait, à l'autre bout, ce n'est pas la personne qu'on attend. Le conseil de base, on ne clique jamais sur un lien dans un mail d'une personne qu'on ne connaît pas. Je vous ai dit tout à l'heure, l'attaque à l'heure actuelle, qui est plutôt faite par des professionnels, déni de service. Donc là, l'objectif, c'est d'arrêter un service. On fait en sorte que ça ne réponde plus. Vous avez des cas comme Microsoft qui est resté 4 jours en fait à ne pas pouvoir avoir un site fonctionnel parce qu'en fait ils avaient 600 000 personnes qui essayaient de se connecter en permanence sur leur site avec des PC infestés par des virus et on déclenche à un instant T en fait tous les virus vont se connecter en même temps sur le serveur. Ils sont très difficiles à détecter parce que tant qu'ils sont dormants il ne se passe rien. Donc au niveau du PC, comme il n'y a pas de nuisance, les antivirus en général n'ont pas été sensibilisés aux signatures de ces virus-là. Par contre, le jour où il y a le déclenchement, là on se rend compte que d'un seul coup, il y a un flux qui arrive de un peu partout et les serveurs en face n'arrivent plus à répondre. Vous avez trop de connexions et même à l'heure actuelle, avec les systèmes en fait, de scalability, on augmente la capacité des serveurs à la volée pour pouvoir répondre de plus en plus. Il y a bien un moment où physiquement, on n'a pas assez de ressources. Et donc ça s'arrête. L'exemple, le dernier exemple, moi qui m'a marqué, c'est OVH. Il y a 1 an et demi. Ils ont été en fait attaqués par 150 000 caméras. Un truc tout bête, une petite caméra que vous achetez dans votre hypermarché. Vous la mettez pour surveiller votre nourrisson qui est chez vous et vous voulez le voir sur votre téléphone quand vous n'êtes pas à la maison. Souvent, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils sortaient de la boîte, ils le branchaient sur Internet. Ils paramétraient l'application, ils avaient la vidéo sur leur portable et ils étaient contents. Ils n'allaient pas plus loin. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on laisse le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut d'administration de la caméra. La caméra étant branchée sur Internet, elle est accessible. Et ce qu'ont fait les hackers, en fait, c'est qu'ils n'ont pas du tout modifié le fonctionnement de la caméra. Elle continue à marcher très bien. Ils ont juste rajouté un code pour pouvoir déclencher une attaque à un instant T. Une caméra, l'intérêt, c'est que ça génère de la bande passante. On est capable de consommer beaucoup de liens sur Internet. En moyenne, ils ont calculé qu'ils étaient entre 30 et 50 mégas par seconde. Et vous avez 150 000 caméras qui sont venues se connecter chez OVH en même temps. Ça a fait 1,2 Tera de bande passante consommée. 1/6 de la capacité d'OVH. Ça a duré 3 jours. Alors, chez un opérateur, ils ont des systèmes de filtrage du déni de service. Donc ils essaient de reconnaître les paquets et de les jeter. Ça ralentit l'infrastructure, c'est pas tombé. Mais 1 Tera 2. À l'heure actuelle, c'est une des plus grosses attaques qu'on ait connues en consommation de bande passante. Je vous ai mis en fait, je vous mettrai le PowerPoint à disposition, vous avez des liens. Là par exemple, c'est quelque chose qui est assez sympa. C'est la capture d'écran que vous avez à côté. C'est Kaspersky qui fait ça. Et vous voyez en temps réel en fait les attaques sur Internet entre les différents pays. Et c'est vraiment surprenant. Alors, il n'y a pas tout parce qu'en fait, physiquement, on n'est pas capable de tout afficher. On va voir les plus grosses attaques. Mais c'est assez marrant de voir en fait qui attaque qui et quand. Et on a des moments où c'est assez marrant. L'étape d'après, quand on ne veut pas faire du déni de service, c'est de prendre la main sur le serveur. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est capable, par une faille de sécurité, c'est-à-dire
Typiquement, il y a eu un défaut dans la conception du logiciel qui permet de prendre la main sur le serveur. Souvent, quand on est dans ce type de hacking, on va être dans des gens qui vont utiliser de la ressource. C'est-à-dire que le hacker, en fait, il y a deux types de hackers. Il y a ceux qui détruisent et puis il y a ceux qui ont besoin, typiquement pour l'attaque d'OVH, ils vont se connecter et puis ils vont faire en sorte de prendre du processeur, de la mémoire et du disque. Et sur ce type de hacker, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas de cible particulière. Ce que veut le hacker, c'est juste de la ressource. Et donc, ça peut être le particulier qui est au fin fond de la Creuse, comme la multinationale en fait, qui a plein d'ordinateurs à disposition. L'objectif, c'est de trouver la faille. Une fois qu'on a trouvé la faille, on sait comment prendre la main sur la machine et après on multiplie. Mais le plus dur, c'est de trouver la faille. Alors ça, c'est toujours pareil. Il y a maintenant, vous avez des kits de hacking qui existent, qui vous permettent en fait de faire des audits sur un serveur. C'est utilisé aussi bien par les gens qui font de la sécurité. C'est-à-dire qu'on va se mettre à l'extérieur, on va faire un scan du serveur et puis on va dire là, il faut mettre à jour votre Apache, il faut mettre à jour votre Linux, il faut fermer le firewall, il faut sécuriser. Mais ça peut être aussi, ces outils-là, ils sont aussi à disposition des hackers et en très peu de temps, ça vous dit cette version d'Apache, en fait, l'exploit c'est le tel, c'est le tel, c'est le tel, ça vous dit même quel type de programme il faut utiliser pour rentrer dedans. Ça, c'est encore beaucoup utilisé, injection de code, injection SQL. On va utiliser un défaut de sécurité du serveur pour envoyer directement le code dans le serveur. L'injection SQL, ça s'utilise beaucoup pour rajouter des utilisateurs. Typiquement, je vais rajouter un utilisateur administrateur, le mien. J'envoie mon utilisateur, mon mot de passe, et une fois que j'ai injecté en fait ce nouvel utilisateur, je prends la main sur le serveur et là après je fais ce que je veux. Et ça en fait c'est souvent parce que normalement on est censé filtrer en fait les arguments qu'on passe dans un site internet, mais il y a plein de gens qui pour aller plus vite en fait passent cette étape. C'est toujours pareil, hein, quand on vous demande de faire un programme, on est toujours pris par le temps. Et quand on fait sauter les étapes de sécurité, ça va toujours plus vite à produire. Souvent, derrière, ça se paye assez rapidement, parce que comme je vous ai dit, en fait, les attaques, elles ne mettent pas longtemps. Les gens, ils testent en permanence tous les sites, donc forcément, si vous avez ce type d'attaque, votre serveur, 3 jours, il est tombé. Et là, on va passer sur le pourquoi. Donc ça, on en a parlé. En fait, je parle trop. je découvre mes slides avant. Vous avez deux types de hackers. Vous avez, allez, je vais être méchant, le petit étudiant qui s'amuse. C'est-à-dire que on l'a tous fait. Au début, en fait, ce qui est marrant, c'est le jeu. On prend la main parce que c'est le premier qui va y arriver. Souvent, en fait, c'est des petits concours entre étudiants. L'objectif, en fait, c'est juste de prendre la main. Là, il n'y a pas forcément de volonté de détruire. Par contre, au plus le hacker, en fait, ça va être son métier, et au plus ça va être compliqué de voir qu'il a pris la main. Vous avez quand même des cas où, pour le hacker, alors c'est souvent dans le cas du vol, le hacker va prendre la donnée, il va la récupérer chez lui, et puis pour masquer ses traces, il va détruire le serveur. Vous avez l'impression en fait que vous avez une attaque qui a détruit le serveur, mais en fait vous avez été volé auparavant. C'est beaucoup plus dur à trouver. Mais c'est souvent l'origine en fait, à l'heure actuelle, c'est souvent l'origine des dégradations. C'est parce qu'avant il y a eu une autre opération. À l'heure actuelle, on parle de cyberattaque parce que souvent, maintenant, derrière les attaques, c'est pas des kidam, c'est des États. Donc on l'a vu sur les dernières élections, que ce soit aux États-Unis, en France, on voit très bien en fait que
Moi, je l'ai vu pendant les élections en fait françaises. On a vu les attaques des Russes en fait, Russie, Ukraine, mais toute la journée, toute la journée, toute la journée, quoi. Et ils essayaient de faire tomber les serveurs. Et après, on a vu aussi qu'ils essayaient d'influencer. Enfin, on se rend vraiment compte que maintenant, on est vraiment sur de l'organisation. C'est plus, il y a 25 ans, il y a 30 ans, en fait, le hacker, c'était vraiment le gars qui était chez lui au fond de son garage. Maintenant, c'est une arme de destruction. Quand vous avez c'est TV5 Monde qui était tombé il y a 2-3 ans, l'objectif c'était vraiment de nuire en fait à de la communication à l'étranger. On coupe le tuyau. Parce que ça dérange. Parce que malgré tout, en fait, la communication sur Internet maintenant, vous avez encore des pays qui filtrent comme la Chine, comme la Russie, mais il y a quand même des moyens d'avoir accès à de l'information. Et l'information, malgré tout, c'est la connaissance. Comment s'en prémunir ? La première chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le mot de passe. Il n'y a pas grand chose à faire que dire aux gens je sais que c'est pénible un mot de passe fort, mais c'est juste indispensable. Alors vous avez des entreprises qui forcent les gens à changer de mot de passe tous les 3 mois. C'est pas forcément très efficace parce que le problème c'est que du coup ils mettent n'importe quoi. Quand vous savez que il y a une émission qui passe, je pensais l'avoir mise, je l'ai pas mise. Il y a Arte en fait qui a fait une petite 6 films sur la sécurité et sur en fait l'information personnelle sur Internet. Et dans le passage, ils disent un ordinateur, un algorithme qui a 200 tweets, 200 communications Internet que vous avez émis, vous connaissez mieux que votre femme. Parce qu'en fait, dans ce que vous mettez sur Internet, vous donnez beaucoup d'informations. Et souvent, dans les mots de passe, quand vous regardez, ça va être le prénom de la femme, le prénom des enfants, le nom du chien. Et quand vous regardez, en fait, profil public Facebook, les prénoms, vous les avez. Donc si vous savez la personne, si vous connaissez la personne que vous voulez attaquer, avoir des informations sur quel type de mot de passe il peut utiliser, ça va assez vite. Les dates de naissance, c'est pareil. C'est des choses qui sont presque publiques maintenant. C'est très compliqué de cacher tout ça. La deuxième chose, c'est de mettre à jour ces systèmes. L'attaque WannaCry, en fait, elle est arrivée en juin et le correctif était sorti depuis 4 mois. Le seul problème, c'est qu'elle a attaqué essentiellement des systèmes qui n'étaient plus mis à jour parce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas besoin. Mais ça, ce sera plus Nicolas qui en parlera. Parce que c'était des systèmes de chaînes de production et que dans les chaînes de production, on met en place l'automate, on met en place le PC qui pilote. Puis derrière, tant que ça marche, on ne touche pas. Et c'est surtout comme ça en prod en permanence, on évite de les redémarrer les serveurs qui sont devant. Et le problème, c'est que chez Renault, WannaCry, il s'est déployé en Pologne et il a arrêté l'usine. Parce que une fois qu'il est rentré sur un PC, il s'est multiplié sur tous les PC de l'usine. Donc je sais, c'est pareil, tout le monde peste contre les mises à jour de Windows qui ont lieu tous les mardis soirs. Mais elles sont juste importantes parce que justement ça permet à des gens de ne pas prendre la main sur vos machines. Le cas le plus évident, c'est quand vous allez dans un McDo, vous vous connectez sur un Wi-Fi Open. Vous êtes connecté souvent directement sur Internet, donc vous n'avez plus de protection. Donc si vous n'avez pas un système à jour, ça veut dire que déjà, vous laissez les gens se connecter sur vos machines. Solution antivirale à jour. À l'heure actuelle, il faut un antivirus. Et j'ai dit un antivirus. Je pars du principe que les solutions gratuites n'en sont pas. C'est triste à dire, mais un Avast, ça ne protège pas. Il vaut mieux laisser celui de Windows par défaut que mettre ce type de solution. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Je ne vais pas les citer, c'est pas de la pub. Mais il y a des solutions professionnelles, il y a des tests de comparatifs sur Internet et ça coûte une trentaine d'euros pour protéger son PC. Alors après, c'est vrai que quand on est particulier, on se dit 30 € par an, c'est toujours embêtant. Souvent, on a quand même des photos des enfants, on a des choses auxquelles on tient. Et c'est le jour où on les perd qu'on se rend compte que 30 € c'était peut-être pas cher.
Les firewalls avec des capacités applicatives, là c'est plus pour les entreprises. À l'heure actuelle, en fait, le firewall, ce que vous avez en fait, ce qui s'active par défaut sur Windows, c'est j'empêche les connexions d'Internet sur mon PC. Le problème, c'est que quand on est en entreprise, ce qui est important, c'est aussi d'être sûr de savoir ce qui passe à l'intérieur. Quand je fais de l'HTTP, en fait, sur le port qui permet d'aller sur Internet pour HTTP, je peux faire passer n'importe quoi à l'heure actuelle. Ça a été un des premiers moyens de passer au travers des firewalls, de solutions comme Skype, comme des peer-to-peer. Ils se faisaient passer pour des serveurs web. Sauf que le contenu de l'application, c'est pas du web. Vous avez des firewalls qui sont capables de dire ça c'est du web, je laisse passer, ça c'est pas du web, je laisse pas passer. Et on contrôle l'intégrité de ce qui passe. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a pris la main entre le serveur et vous, eh ben on est capable de garantir l'intégrité du protocole à l'intérieur. Faire des sauvegardes. Ça paraît toujours bête de dire ça en 2018, mais le seul moyen de récupérer un WannaCry, c'est d'avoir sauvegardé, de les avoir sortis de la machine. Si je fais une sauvegarde sur un disque dur, mais que le disque dur il reste branché dessus, ça sert à rien. Quand il va crypter, il va tout crypter, la sauvegarde avec. Donc il faut penser à avoir un disque, le brancher, faire une sauvegarde, le débrancher et le mettre dans un tiroir. Idéalement en entreprise, on sort de l'entreprise la sauvegarde. Ça paraît bête, mais quand vous avez un sinistre type incendie, vous perdez toutes vos données. Si les sauvegardes sont sur le site, vous perdez toutes vos données. Part du principe que 80% des entreprises qui ont subi un sinistre majeur ne redémarrent pas dans les 3 ans. Et la dernière chose, c'est faire des tests d'intrusion. Ça, c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on fait de la sécurité, on est capable aussi de tester. On met en place une sécurité, on montre au client que la sécurité, elle fonctionne. Il y a des outils qui servent à ça. Et ça permet de se rassurer. Je vous ai mis après, il y a un dernier slide où vous avez en fait 2 enquêtes qui sont assez intéressantes et qui vont vous parler un peu de tout ce qu'on a vu. Et vous allez retrouver en fait les chiffres avec lesquels j'ai illustré mon slide. Bonsoir. Alors, je m'excuse un petit peu pour la voix, je suis malade depuis quelques jours, mais si jamais je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai de mon mieux. Donc je m'appelle Nicolas Justin, je travaille donc pour Centrio. Donc vous avez vu le cofondateur de Centrio dans la vidéo juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc d'aller un petit peu plus dans les détails, donc dans la partie IoT et industrielle, pour illustrer la présentation qui était bien complète de Sylvain sur justement, une fois qu'on a vu les attaques, jusqu'où ça peut potentiellement aller. Donc on a parlé un peu d'IoT, donc l'Internet des objets. Forcément, c'est des objets du quotidien d'abord auxquels on pense. Donc voilà, ça peut être des webcams, maintenant ça peut être les thermostats connectés, ça peut être les montres connectées, ça peut être les lave-vaisselle connectés potentiellement, les réfrigérateurs, ça c'est vrai, connectés. Donc c'est vraiment des choses qui sont tout autour de nous. Et là, je vais vous parler aussi de l'IIoT ou encore l'industrial IoT. C'est-à-dire que là vraiment on va passer dans un mode industriel, comment ces composants potentiellement connectés sont aussi dans nos usines. Ils sont vraiment partout, donc dans les usines, dans cet exemple-là, dans l'usine de construction de voitures. C'est-à-dire que... Ouais. Par exemple, on prend l'usine de BMW que j'ai pu aller voir à Munich. Il faut savoir que dans cette usine-là, il y a plus de 15 000 voitures qui sont produites tous les jours. Et chaque voiture qui est produite, elle a été commandée. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a choisi la couleur, quelqu'un a choisi les options, et donc ça veut dire que la chaîne d'assemblage
à voie d'un seul coup passer une berline, après c'est un break, après c'est un modèle, je sais pas, M3, série 3, je sais plus trop comment ça s'appelle chez eux. Mais ça veut dire que chaque voiture est différente. Donc chacun des robots qu'on peut voir par ici, ils peuvent changer d'outil automatiquement en se disant tiens, je suis en train d'assembler un break, hop, ça y est, il a posé le break, il a retiré son outil, après c'est un coupé, il prend un autre outil parce qu'il sait que sur le coupé de tel modèle, il faut un autre outil. Donc ça veut dire que tout est connecté, c'est-à-dire qu'il sait exactement quelle voiture il doit assembler parce qu'il a eu cette information-là, parce que le système de commande de BMW a dit que l'acheteur avait choisi telle couleur, avait choisi telle option, etc., etc. Donc toute la chaîne d'assemblage est au courant de cette information-là. Et donc cette interconnexion des machines-outils, on les retrouve vraiment partout. Donc on peut aller très loin, on peut aller en plein milieu des océans sur les plateformes pétrolières. Là aussi, on retrouve des systèmes de contrôle-commande. Donc les systèmes de contrôle-commande, c'est vous avez un poste de supervision qui voit à peu près tout ce qui est en train de se passer en temps réel dans l'usine et qui ensuite pilote des automates qui vont ensuite actionner des vannes, actionner des pompes, actionner des moteurs, etc., etc. On peut les retrouver un peu plus proche de chez nous, par exemple dans les usines chimiques. Là aussi, il y en a vraiment partout. Donc c'est des processus qui sont dits critiques, parce que si jamais vous commencez à mélanger n'importe quoi ou vous faites chauffer une cuve beaucoup trop forte, dans le cas d'une usine chimique, ça peut avoir d'énormes dégâts. Et l'exemple critique étant forcément les centrales nucléaires qui sont aussi pourvues de ce genre de système de contrôle-commande, même s'ils sont un peu plus sécurisés, un peu plus orientés, comme on dit, sûreté, ça reste néanmoins des automates, des systèmes automatiques. Donc pour la gestion par exemple des cœurs de réacteurs, ce sont des systèmes dits de contrôle neutronique. Et là encore, ce sont des systèmes automatiques, mais ce sont encore des automates. Donc encore une fois, ce sont des réseaux de capteurs qui sont connectés entre eux à un système intelligent qui remonte des informations. Donc il faut savoir, par exemple, dans une usine de production d'électricité thermique, une seule tranche, par exemple, c'est plus de 25 000 variables qui sont mises à jour en temps réel, en permanence. Certaines d'entre elles sont mises à jour toutes les 10 millisecondes. Donc c'est un flux de données énorme. Donc pour une centrale nucléaire, c'est encore pire. Donc c'est un système extrêmement complexe. C'est généralement, même s'ils ont été bien designés, bien architecturés, c'est souvent des systèmes qui tournent depuis 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Et il y a plein de choses qui changent. Il y a des systèmes qui sont remis à jour, qui sont modifiés, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Et tant qu'on est dans l'exemple de l'électricité, aussi toute la partie transport de l'énergie, là aussi, c'est encore des systèmes de contrôle-commande. Il faut savoir que par exemple en France, RTE administre plus de, j'ai en tête, 3000 postes haute tension, 2000 postes haute tension dans toute la France. Et tout ça, en fait, pareil, il y a un système de contrôle-commande international qui permet de tous les piloter. Et donc là encore, c'est un réseau, c'est encore des automates, ce sont des réseaux Ethernet qu'on retrouve partout. Donc là, par exemple, les machines-outils qu'on voyait avant ou les robots, ils sont tous connectés en Ethernet. Donc ils ont tous une adresse IP, etc. Et on peut les accéder directement dessus, donc soit avec un poste d'ingénierie, soit depuis le poste de contrôle. Mais on les trouve aussi dans les trains. Parce que maintenant, les trains aussi sont de plus en plus connectés. Il faut savoir que maintenant, il y a aussi des réseaux Ethernet dans les trains. Donc dans les trains modernes, maintenant, vous pouvez avoir plus de 200 prises Ethernet qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un train. Et qui ne sert uniquement au contrôle de ce train-là, mais aussi à toute la partie divertissement. Donc afficher des informations pour dire qu'on rentre en gare, quelle sera la prochaine gare, etc. Donc ça, ouais, c'est des systèmes qui sont aussi maintenant embarqués dans ce genre de système. Et quelque chose encore un peu plus proche que nous, il y a aussi l'agroalimentaire. Là encore, on retrouve tous ces systèmes d'automates et de contrôle pour faire ça. Donc il faut savoir qu'à chaque fois, il y a des recettes qui sont faites, parce que dans une usine, donc là en l'occurrence je pense que ça doit être de l'huile, mais juste derrière, c'est potentiellement du vinaigre qui va être fait juste derrière. Donc il faut savoir que les recettes, comme ils appellent ça, sont encore des systèmes automatiques qui sont faits. Donc là je vous ai dressé un petit peu l'environnement, savoir où est-ce que cette IoT industrielle est utilisée. On a vu les attaques avant qui pouvaient avoir lieu, et maintenant on voit qu'elles ont déjà eu lieu. Donc un des grands exemples qui était donc en 2010, donc ça a été l'attaque des usines d'enrichissement d'uranium en Iran.
Donc cette attaque a quand même une particularité, c'est qu'elle a quand même s'ils ne l'avoueront jamais, été plus ou moins commanditée par les États-Unis, parce que forcément il y avait un certain intérêt stratégique pour pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Mais là, la façon dont ça s'est passé, c'est quelqu'un donc qui a réussi à rentrer dans l'usine, qui s'est fait passer donc pour soit un prestataire ou un salarié, qui a réussi à extraire des informations donc sur le fonctionnement, sur le pilotage des automates. Et avec ces informations-là, ils ont pu créer un malware qui ensuite a pu être injecté à l'intérieur de l'usine. Alors là, ils ont fait de la façon assez simple. Donc cette usine-là n'était forcément pas complètement connectée. Ils ont créé le malware et ils l'ont mis sur des clés USB. La clé USB n'a pas forcément été mise directement dans la salle de contrôle. Elle a commencé par être mise dans les systèmes de bureautique, dans des PC de bureautique. Et le malware s'est diffusé petit à petit un peu partout, jusqu'à atteindre sa cible. Et sa cible était les centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium. Et donc là, comme c'était quand même une attaque très avancée, ce qu'ils ont fait, c'est que une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont modifié à la fois les programmes des automates et les programmes des systèmes de contrôle. C'est-à-dire que les automates, maintenant, ce qu'ils faisaient, plutôt que de faire tourner la centrifugeuse à une vitesse constante, ils faisaient varier la vitesse de cette centrifugeuse-là. Et ce genre d'équipement industriel, il n'est pas du tout fait pour encaisser des variations de rotation. Mais là où ils sont allés un petit peu plus loin, c'est que sur la partie contrôle, ils l'ont aussi modifié, et ce qui fait que la personne qui était derrière le moniteur ne voyait pas ces variations de l'équipement. Donc pour eux, tout se passait bien, alors que la centrifugeuse était en train de s'user prématurément. Donc là, c'était dans le cas où vraiment une attaque avec beaucoup de finances derrière. Mais un autre exemple qui était en 2014, donc là c'était en Allemagne, c'était une fonderie. Et là pour le coup, c'était plutôt des pirates, même s'ils n'ont jamais été découverts, qui ont été en mesure en fait de perturber le fonctionnement donc, de ce haut fourneau, à tel point que l'arrêt d'urgence a dû être enclenché. Et l'arrêt d'urgence pour un haut fourneau, c'est plutôt catastrophique. C'est-à-dire que du coup, tout le métal qui était en fusion, eh ben, il commence à durcir une fois que vous avez coupé toute la chaleur en dessous. Donc ça a provoqué des dégâts énormes et surtout, l'usine s'est arrêtée. Elle a dû s'arrêter pendant plusieurs semaines, donc pour un haut fourneau, c'est énorme. Dans le cas, comme on disait, de WannaCry, c'est exactement pareil. Quand l'usine s'arrête, bah, pendant des jours et des jours, bah, c'est énormément de voitures ou de production qui ne sont plus sorties. Et donc pour un industriel, un arrêt de production, c'est une énorme perte financière. Un autre exemple plus récent, donc c'était en Ukraine en 2015. Donc là, ce sont des attaquants qui sont venus perturber le système de production et de transport d'énergie. Et là, c'était vraiment des pirates. Là, ils n'étaient pas financés par l'État, mais ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que là, ce qu'ils ont fait, ils sont aussi passés par tout le réseau IT pour prendre le contrôle du réseau de contrôle-commande. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de le perturber le plus possible. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tous les programmes de contrôle de ces automates, les systèmes d'ingénierie qui permettent de les programmer. Et ensuite, ils ont fait un déni de service pour faire en sorte que tout s'écroule. Et surtout, c'est que une fois que le réseau était arrêté, sachant qu'ils ont retiré le maximum de fichiers, ça veut dire que les opérateurs industriels n'étaient pas capables de remettre les programmes dans les automates parce que les systèmes qui permettaient de reprogrammer ces automates n'étaient plus là, ils avaient été effacés. Donc ça a provoqué au moins 6 heures, je crois, d'arrêt de coupure de courant pour, alors les sources varient un peu, au moins pour une centaine de milliers de foyers en Ukraine. Et le problème, c'est que il va y avoir maintenant de plus en plus d'usines qui vont être impactées par ce genre de choses parce que donc là, il y a la révolution qu'on appelle l'industrie 4.0 qui va faire en sorte que les usines vont être de plus en plus connectées, elles vont devoir être de plus en plus flexibles, plus efficaces économiquement et forcément distribuées et connectées. Donc je crois qu'il doit y avoir un exemple pas très loin d'ici qui est justement Air Liquide qui expérimente justement un système de contrôle commande partagé dans lequel différents sites sont répartis un peu partout dans la région mais sont contrôlés que par un seul point central et sont juste tous connectés soit par internet ou par un réseau dédié. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va arriver de plus en plus et la menace du coup va grandir parce que donc on a vu tous les vecteurs d'attaque qu'il y avait avant et maintenant ça va être de plus en plus répandu. Pardon.
Et donc la différence, c'est que là on parlait dans la présentation d'avant vraiment tout ce qui était orienté données. Donc on peut se dire bon ben voilà, on a perdu des données, bon ben on a perdu voilà quelques jours, il faut tout remettre en place, ou potentiellement on a perdu des numéros de carte de crédit, on a perdu des comptes utilisateurs, on a perdu des photos. Donc bon, ça fait déjà pas plaisir, on perd du travail, etc. Mais sur la partie industrielle, il y a maintenant le problème de la safety. Donc c'est vraiment la sûreté qu'il peut y avoir, parce que forcément c'est un énorme... on parle d'une usine chimique, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal et qu'un technicien passe à côté, il peut potentiellement être blessé. Voire aller beaucoup plus loin, faire des dégâts environnementaux importants. Et surtout, ben voilà, il y a la responsabilité civile et la responsabilité de l'opérateur industriel qui est engagé derrière, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, on va un petit peu plus loin encore que la partie industrielle. On se rapproche même encore un peu plus que nous, donc comme on a vu dans la vidéo au début. Maintenant, la voiture connectée et la voiture autonome va faire partie de notre environnement quotidien. Et là encore, c'est un réseau que nous on appelle un réseau critique, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un prend le contrôle de ce réseau-là, il peut provoquer des dégâts énormes. Donc sur une voiture, si quelqu'un rentre dedans, il peut faire à peu près n'importe quoi, il peut freiner, il peut accélérer. Et là, on va retrouver le même enjeu, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette hyperconnectivité qui arrive, c'est-à-dire que voilà, la voiture maintenant, elle fait du Bluetooth, elle fait du Wi-Fi, elle fait de la 3G, elle se connecte à notre smartphone et ça va même devenir quasiment un besoin. Même si ce n'est pas le cas maintenant de toutes les voitures, maintenant c'est bientôt ce qu'on va demander dans toutes les voitures modernes. Il faut savoir que par exemple, dans les contrôleurs à intégrer dans une voiture, il y a environ 120 millions de lignes de code pour faire tourner une voiture. Il faut savoir qu'en comparaison, sur Windows 8, il y a 50 millions de lignes de code. Donc il y a plus de 2 fois plus de lignes de code pour faire tourner une voiture. Alors, imaginez maintenant pour une voiture autonome. Vous allez au moins pouvoir multiplier ça par 3. Et quand on met en regard le nombre de vulnérabilités qui ont été en tout cas publiées donc en 2015 donc sur Windows 8, on peut dire qu'il y a plus de 153 vulnérabilités. Et sur une voiture, en l'occurrence, pour le moment, on a peut-être eu 1, 2, 3, 4 retours à tout casser pour le moment. Donc forcément, il va y avoir des vulnérabilités. Et donc forcément, il y a un risque. Et donc, il y en a un qui a été justement démontré en 2015, donc c'est Charlie Miller et Chris Valasek qui ont démontré la prise de contrôle d'une Jeep Cherokee uniquement avec un ordinateur portable. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés par le Wi-Fi à l'intérieur du réseau de la voiture. Ils ont piraté ce qu'on appelle l'infotainment, donc c'est la partie où vous avez le GPS, le système de médias, etc. Et à partir de là, en fait, ils ont accédé au réseau critique de la voiture, en l'occurrence ce qu'on appelle le buscan. Et sur ce buscan, en fait, vous avez tous les organes critiques de la voiture qui sont reliés. Donc vous avez le volant, vous avez les freins, vous avez l'accélérateur et encore plein d'autres choses. Donc ça veut dire que si le pirate arrive sur ce réseau-là, il peut prendre le contrôle de la voiture. Et donc ça, c'est exactement ce qu'ils ont démontré. Et il faut savoir que ce genre de menace est tout à fait réaliste parce que les voitures vont devenir de plus en plus autonomes, vont devenir de plus en plus connectées, ils vont intégrer ce genre de composants. Et pour les constructeurs automobiles, c'est aussi un nouvel enjeu parce que la cybersécurité, tout comme les opérateurs industriels, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et aussi bien dans une usine que pour un constructeur automobile, se mettre au courant de ce genre de choses et l'intégrer dans leurs produits, sachant qu'ils ont déjà une latence assez énorme pour intégrer des nouveautés, là ça va être très compliqué pour eux. Et là ils sont obligés d'aller vite pour le faire parce que le danger est là. Et forcément, donc, après avoir fait les usines et les voitures, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la Smart City. Donc Lyon étant aussi un très grand acteur de la Smart City, on s'aperçoit que tous ces services-là vont se connecter et vous allez aussi les trouver maintenant dans les trams, vous allez les trouver dans les stades de foot. Si vous voulez suivre en même temps les événements, vous avez toutes les informations qui sont là. Vous allez trouver dans les parkings, vous pouvez les trouver dans les buildings aussi, pouvoir contrôler la lumière, etc. Donc ça va vraiment faire partie de notre paysage quotidien. Donc je sais que ça paraît bête de dire ça, que tout est connecté, mais avec tout ce que je vous ai dit avant, ça prend quand même une ampleur de plus en plus importante. En disant que vraiment,
de notre montre jusqu'à l'usine, jusqu'à l'air conditionné de l'usine, l'air conditionné des bureaux, pardon, jusqu'à sa voiture. Ça veut dire que tout est connecté. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que tout est un point d'entrée sur le réseau. C'est-à-dire que si jamais vous prenez simplement votre ordinateur portable, vous vous connectez à un site web, si ce site web-là est piraté, potentiellement vous pouvez récupérer un malware de ce site-là. Vous prenez, potentiellement il ne fait rien sur votre ordinateur portable. Le lendemain matin, vous arrivez au bureau, vous ouvrez votre ordinateur portable, il va peut-être essayer de se connecter à l'environnement qu'il y a tout autour. Peut-être qu'il n'aura pas directement sur les serveurs de fichiers de l'usine ou du bureau, mais peut-être qu'il va se connecter au thermostat, à la climatisation, aux lumières. Et une fois qu'il sera passé par la climatisation, peut-être qu'il va réussir donc à rentrer sur le système de contrôle du building. Et le système de contrôle du building, généralement, il va reporter des différentes informations, peut-être à la sécurité, peut-être aux gens qui administrent tout ce réseau-là. Et de fil en aiguille, on peut ensuite remonter de plus en plus loin et aller au serveur de l'entreprise qui héberge peut-être des données sensibles, mais aussi aux infrastructures critiques dans le cas d'une usine. Et donc prendre le contrôle complet de ce genre d'environnement. Donc c'est un nouveau challenge qui est vraiment très important à prendre en compte. En tout cas, si vous êtes en charge de sécuriser des environnements sensibles, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué. Et c'est des scénarios qui existent. Généralement, se dire, des attaquants ont déjà utilisé ce genre de choses en se disant, bah tiens, plutôt que de rentrer directement dans l'usine et attaquer deux fronts, pourquoi ne pas attaquer le site web du livreur de pizza d'à côté, qui lui n'a pas de stratégie RSSI ou quelque chose en particulier, mais mettre un malware sur le site de livreur du pizza d'à côté, sachant que les employés de cette entreprise commandent régulièrement dans ce restaurant-là. Ils savent très bien que ils arriveront de fil en aiguille sur le laptop, sur l'ordinateur portable des employés de l'entreprise. Et ensuite, vu que ces ordinateurs portables vont rentrer dans l'usine, ils pourront ensuite accéder aux données, aux serveurs et au système de contrôle commande, par exemple, en rebondissant un peu partout. Voilà, c'est tout pour moi. Ça va devenir paranoïaque. Vous serez toujours connecté. Vous aurez un Linky à la maison, vous aurez... Voilà. De plus en plus, en fait, il y a des choses qui se font pas à notre insu, mais parce qu'en fait, on a des besoins. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Smart City. Linky, il est très décrié à cause de ça. Parce que c'est le compteur intelligent. Il a une justification. Hein. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir réguler la demande de consommation au plus près du besoin. Mais effectivement, il y a la problématique de... Qu'est-ce que... La Cour des comptes, elle a démoli. Oui. Oui. C'est la Cour des comptes aussi. Techniquement, est-ce qu'ils ont le recul pour pouvoir faire une critique sur un besoin industriel? C'est discutable. Effectivement, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose... L'objectif, c'était de faire des économies. Oui. Les premiers trucs montrent que non. Oui. Parce qu'ils ont pris déjà 3 ans de retard sur le déploiement. Enfin, après, on peut... Moi, je suis pas contre, je suis pas pour, je suis assez neutre là-dessus. Les besoins évoluent, il faut que les techniques évoluent. C'est pas avec un compteur à galets qu'on peut faire de l'information sur la consommation point par point. Et à l'heure actuelle, on en est là. Pour pouvoir répondre plus vite. Mais pour le veuille ou non, on est vraiment dans un... C'est le terme marketing à la mode, mais on est vraiment dans une nouvelle ère de digitalisation. Donc je pense que qu'on le veuille ou non, ce numérique, ces nouvelles technologies finissent par venir d'un peu partout. Peut-être que des fois le besoin y est, peut-être que le besoin n'y est pas toujours. Mais c'est dans l'air du temps. Alors après, il faut réussir à faire le tri, je pense, entre les choses qui peuvent vraiment nous servir, celles qui sont peut-être gadgets. En plus, sur Lyon, on est vraiment très en avance là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont au Grand Lyon. Donc normalement, Veolia, en fait, les eaux du Grand Lyon, pardon,
sont en train de déployer pareil des compteurs intelligents. Ils viennent juste plugger en fait un lecteur de compteurs qui leur permettent en fait de suivre la consommation de chaque client. L'objectif en fait c'est de faire des différences en fait entre le point de distribution et puis le point final pour détecter les fuites. Mais voilà, forcément à un moment on va avoir une information au réel, c'est-à-dire qu'instantanément on sait comment consomment les gens. Ça peut être intrusif parce qu'effectivement on va être capable de déduire à quelle heure vous prenez votre douche, donc à quelle heure vous vous levez. Enfin, c'est toujours pareil, le big data on peut en faire tout et n'importe quoi. Si on l'anonymise, on peut en faire de la donnée utile. Si on le personnalise, on peut en faire de l'habitude des gens. Et c'est là où aussi est l'enjeu. C'est qu'on aura plein de data, qu'est-ce qu'on en fait et comment on régule. Je vous rappelle par contre que 25 mai, on a un nouveau règlement qui va se mettre en place, le RGPD. Justement, en fait, permettra d'avoir un peu de contrôle sur ces données privées. J'avais une question, tout simplement. Je posais une question, c'est que cybersurveillance, très bien. Comment je sais que la société que je fais intervenir, elle est agréée et que c'est pas un hacker? Comment je le sais, moi? Je dis oui, super, vous allez me protéger mon entreprise, mais vous êtes qui? Comment je sais que vous êtes agréé? Comment je sais que vous allez pas me piquer des données? Comment on fait? Au niveau des agréments, effectivement, on a sur le site du gouvernement la liste des acteurs référencés cybersécurité et qui s'engagent à une bonne conduite. On n'en est pas moins à un engagement de bonne conduite. Et tant qu'il y aura de l'humain, on aura toujours la problématique de est-ce que la personne qui est en face de moi, elle me veut du bien ou est-ce qu'elle me veut du mal. Et ça, il n'y a aucun moyen de s'en assurer. Malheureusement. Bonsoir, j'étais simplement curieux de savoir si des entreprises comme les vôtres travaillaient en collaboration avec des instituts académiques comme par exemple l'INRIA. Oui, un petit peu sur la partie, surtout à Grenoble, on a travaillé avec le GIPSA, en tout cas le laboratoire du GIPSA, sur toute la partie automatisme, justement, comme en fait nos solutions en fait, plus particulièrement font de la détection de cyberattaques et d'anomalies donc dans les réseaux industriels. On s'est rapproché en tout cas de ces laboratoires-là pour ça. Et après on travaille en collaboration avec différents labos aussi en Allemagne sur l'automatisme. Et c'est en tout cas et aussi le CEA. On a pas mal de choses qui avancent sur les thématiques de la recherche. En fait, comme on est vraiment une entreprise de technologie et de R&D, c'est quelque chose sur lequel on essaie de suivre et d'être un point. Oui, bonsoir. Je vous posais une question, je ne sais pas si quiconque dans la salle peut répondre, mais enfin bon. Simplement pour faire écho à des événements récents qui sont passés entre un président français et un président américain sur le contrôle des activités nucléaires en Iran. On voit que là, il y a des systèmes de gouvernance qui essayent de contrôler quelque chose qui pourrait être effrayant en termes de pouvoir de destruction. Mais il y a un système de gouvernance qui s'en occupe. Et en vous écoutant, je me dis que finalement, les choses sont tellement diffuses et vont impliquer de plus en plus, de façon complètement diffuse, des tas d'acteurs inconnus, non repérables, en tout cas sous l'autorité d'aucune gouvernance. Fatalement, on est devant un système qui est beaucoup plus dangereux que la prolifération des armes nucléaires, des activités nucléaires en général. Voilà. Avec des conséquences qui peuvent être, en vous écoutant, locales, une voiture, territoriale, n'importe quel type d'activité industrielle un peu, voilà, qui sert un peu tout le monde, voire pire, quoi. Je ne sais pas si vous avez une réflexion sur ce sujet. C'est une réflexion, quelque chose en tout cas qui est mené par le gouvernement actuellement, qui s'appelle la LPM, donc la loi de programmation militaire, en fait, qui va essayer
qui va obliger les OIV, donc les organismes d'intérêt vitaux, donc aussi bien donc c'est production d'énergie, traitement d'eau, transport, il y a aussi la partie financière, mais aussi tout ce qui est santé, etc., à se doter en tout cas et d'avancer en termes de cyberprotection, justement essayer de se prémunir de ce genre d'attaque. Donc ça veut dire déployer, avoir une vraie stratégie de déploiement d'outils de protection, de surveillance, et aussi d'être prêt à comprendre cette menace-là, parce que pour les opérateurs industriels, pour moi, c'est quelque chose de différent. Et comme ils sont souvent plus orientés sur leur production et sur leurs résultats financiers, il fallait forcément que l'État, en tout cas, essaye de les obliger à le faire, sinon ils n'auraient certainement jamais rien fait. Bon. Si ça peut rendre les choses un petit peu positives et de savoir qu'on essaie d'aller en avant pour se protéger. Faut quand même pas oublier, on a parlé beaucoup de la partie comment je me prémunis de manière dans mon quotidien. Dans les outils de sécurisation, on a des choses très intelligentes comme les systèmes de détection d'intrusion, c'est-à-dire qu'on est capable sur un réseau sensible de mettre des sondes qui vont détecter des comportements qui sont anormaux et qui vont permettre de prendre des décisions ou juste d'alerter, mais en fait de faire face à des comportements qui sont pas normaux. Faut pas oublier en fait que la sécurité, c'est comme tout, c'est de la bonne pratique. De la même manière qu'on a tous un barillet avec une serrure sur sa porte et qu'on la ferme le soir quand on va se coucher, en fait, on a des bonnes pratiques en informatique qui existent depuis maintenant une trentaine d'années et qui peuvent être mises en place. Par contre, on est quand même, à l'heure actuelle, on a un défaut d'éducation au niveau des entreprises où, comme on estime qu'on n'est pas touché, on se sent protégé. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce qu'il y a un arbre que ça cache la forêt. Il faut faire attention, il y a des bonnes pratiques qu'il faut utiliser. Et qu'on soit en indépendant ou qu'on soit une multinationale, en fait, la problématique, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas utiliser un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de base, mais quand vous êtes sur une entreprise de grande taille, ça peut avoir un impact. À l'heure actuelle, malgré tout, on a des moyens quand même. Si on respecte les bonnes pratiques, on est quand même plutôt bien protégé que si on met en place et qu'on se dit bah, c'est bon, je ne touche plus à rien parce qu'en fait, j'ai mis en place la solution de sécurité qui va bien. C'est que la cybersécurité, c'est à la fois un process et c'est aussi une course infinie de toute façon face aux attaquants, sachant que les attaquants auront toujours un tout petit peu d'avance. Il faut toujours se dire au moins d'être le plus proche possible pour se dire je suis du coup au moins protégé de tous ceux qui sont derrière. C'est déjà quelque chose de bien. C'est ça. Mais c'est quelque chose à intégrer à son quotidien, quelque chose à intégrer à sa stratégie, quelque chose à intégrer pour qu'on puisse être tout le temps protégé du mieux possible. En informatique, on a une... À l'heure actuelle, ça fait une dizaine d'années qu'on parle, je ne sais pas si vous connaissez ITIL. ITIL, c'est la librairie de bonnes pratiques en fait, du système d'information, qu'on appelle aussi l'amélioration continue. Si en fait on applique des technologies, enfin si on applique des méthodes d'amélioration continue à son entreprise, normalement on est capable en fait de toujours être un peu en avance par rapport au hacker. Mais on est dans de l'amélioration continue. Il n'y a pas de temps mort. Il faut toujours être aux aguets. Moi, de ce que j'ai entendu là, c'est que... C'est normal. D'accord. Moi, j'avais une question parce qu'en fait, j'ai lu la dernière fois sur un site sérieux qu'en fait, quand quelqu'un veut vraiment, quelqu'un qui est un hacker super doué, on va dire, quand il veut vraiment rentrer quelque part et obtenir quelque chose, il peut faire ce qu'il veut en fait. C'est une question de temps et de contournement. Donc ce qui veut dire que, par exemple, vous savez, c'est un peu comme les livraisons, il y a des gens dont on se sert de leur adresse IP pour faire des choses. Donc ça, à la fois ça fait peur, c'est vrai que c'est angoissant l'histoire de prendre le contrôle de la voiture, on peut prendre le contrôle de votre portable, on peut écouter vos conversations et tout ça. Je voudrais avoir votre retour là-dessus. Comment il faut être hyper anxiogène tout le temps, ou il faut se dire c'est la société qui est comme ça, il faut faire avec? Je voulais avoir cette réflexion parce que vous avez vu avec Facebook, il y a à la fois la peur et puis l'éthique. Et puis pour terminer, une petite réflexion philosophique, c'est que on mène les peuples par la peur, pas toujours au bon endroit. C'est un peu relatif, c'est-à-dire que là je comprends tout à fait que tout le monde ait peur et surtout après avoir fait ce genre de présentation-là, mais c'est parce que c'est quelque chose aussi qui est nouveau
et donc on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que certes, on peut toujours avoir peur, se dire je vais me faire attaquer mes emails, mes photos, etc. par n'importe qui aura suffisamment de moyens. Mais de la même façon, avec quelqu'un qui a suffisamment de moyens, il arrivera toujours à forcer la porte de votre appartement ou de votre maison, de toute façon. Mais c'est juste que maintenant on vit avec, on sait, on dit bon bah, il y a des cambrioleurs qui ont plus ou moins niveau, ou ils viendront jamais chez moi parce que j'ai rien d'intéressant, et on n'y pourra pas forcément grand chose. Et là je pense que c'est un peu pareil, mais sauf que c'est nouveau, on ne comprend pas, et du coup ça nous fait peur. Enfin c'est un réflexe humain, il faut pas voir. J'ai envie de dire qu'il faut un peu l'intégrer, vivre un peu avec, mais continuer de se protéger de la même façon qu'on pense quand même à fermer sa porte chez soi, qu'on met quand même certains moyens de sécurité, qu'on dit pas à tout le monde j'ai le dernier écran, dernier cri de je ne sais combien de pouces à la maison et qui peuvent intéresser n'importe qui. Je pense que c'est... Le côté anxiogène est humain. C'est toujours pareil, c'est la peur de l'inconnu. À l'heure actuelle, effectivement, malgré tout, c'est des scénarios. On sait que, par exemple, on prend le cas de l'enrichissement nucléaire en Iran, on a pu rentrer dans des usines, mais on parle aussi d'Iran. C'est-à-dire que c'est pas le même niveau de sécurité en Iran qu'en France. Pour le moment, on a touché du bois, mais le réseau RTE, il n'a jamais été touché, et pourtant il est interconnecté avec toute l'Europe, parce qu'en fait, on envoie de l'électricité partout pour équilibrer les charges. Donc après, il faut savoir à quoi on s'expose pour pouvoir s'en prémunir. C'est toujours pareil, hein, la connaissance, c'est quand même la meilleure protection. Souvent, l'erreur, c'est quand il y a eu des informations ou mauvaise information, et du coup, il y a mauvais comportement. Mais quelqu'un qui est éclairé, normalement, il ne fait pas n'importe quoi. Enfin, j'aime à le croire. Donc il y a une motivation qui est derrière. Après. À partir du moment où on est capable de mobiliser suffisamment de moyens, donc dans le cas de Stuxnet pour l'enrichissement d'uranium en Iran, il y avait les moyens américains derrière. C'est les plus grands qu'il y avait. Et il y avait aussi une motivation pour le faire. Raison que s'il n'y a pas beaucoup de moyens et une motivation faible, si vous n'êtes pas beaucoup protégé, ben vous allez vous faire avoir, entre guillemets. Si vous êtes suffisamment protégé, vous risquez rien comme cela. Mais après, c'est sûr que si vous avez beaucoup d'ennemis, il vaut mieux être bien protégé face à ça. Parce qu'on sait que si on a beaucoup d'ennemis, on a potentiellement beaucoup de moyens. Une autre question beaucoup plus pragmatique pour le cas d'une entreprise qui s'interconnecte avec des fournisseurs, des clients, enfin quels qu'ils soient d'ailleurs, ces fournisseurs, soit dans un process industriel, soit dans un process latéral avec les administrations, le fisc et ainsi de suite. Donc vous dites il faut se protéger, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Tout ça a un coût. Est-ce qu'il y a des modèles économiques qui aujourd'hui permettent de savoir évaluer correctement le coût de la protection par rapport aux gains qu'on peut espérer des interconnexions, des fonctions interconnectées? Il n'y a aucun gain. Alors, généralement, la cybersécurité, moi j'en fais depuis une quinzaine d'années, c'est de toute façon toujours un coût, quoi qu'il arrive. C'est un investissement, vous n'aurez jamais aucun retour dessus, mais c'est juste que ça vient avec cette modernisation, ça vient avec l'interconnexion, en disant bah oui, si je suis obligé de mourir, il faut que je me sécurise derrière. Et je suis pas sûr qu'il y a un moyen qui permette de vous dire un facteur, en tout cas, il y a à tel point d'interconnexion j'ai, combien je dois dépenser en cybersécurité derrière. J'avoue que je ne pourrais pas vous répondre sur ce genre de choses, mais pragmatiquement, enfin, la cybersécurité, il n'y a toujours pas de moyen, même sur la partie véhicule, c'est quelque chose de nouveau, et sur une voiture autonome que vous allez bientôt voir, ça vous paraîtra évident qu'il y a la cybersécurité, mais un vendeur de ce type de voiture-là va jamais se dire, les gens vont l'acheter parce que c'est sécurisé. Donc ils ne pourront jamais marketer une valeur sur cette voiture-là en disant, ben voilà, j'intègre la dernière solution de sécurité dans ma voiture. Ça, c'est pas vendu. Enfin, de la même façon que vous dites, quand vous êtes obligé d'acheter un antivirus, d'une certaine façon, vous avez un peu l'impression que c'est du racket quand même. Mais il faut le faire. Vous avez un parallèle en économie qui est simple, hein, c'est l'assurance. L'assurance, en fait, tant que vous n'avez pas d'accident, vous trouvez que ça coûte toujours trop cher.
Le jour où vous avez un accident, pareil, hein, on va prendre des extrêmes. Cartonner avec un train, vous avez un impact financier, même s'il n'y a pas forcément de mort derrière, il y a un impact financier qui est très important. Si vous n'avez pas d'assurance, c'est vous qui devez payer, vous ne pouvez jamais. Là, l'impact en sécurité, c'est le même. Quand vous avez un arrêt de production sur une production de véhicules, ok, ça coûte un peu d'argent. Quand vous avez un arrêt de production sur des gens qui font du médicament, il y a un impact qui est plus difficile à mesurer derrière. Le problème, il est toujours là, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à mesurer l'impact qu'on va avoir derrière? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça, il faut être capable d'évaluer ce risque-là. Et c'est vrai que sur la partie cybersécurité, je pense que on n'a peut-être pas encore suffisamment de retour pour pouvoir l'estimer correctement. Quoi qu'il arrive, il y a le dégât d'image. Ça, la plupart des entreprises qui sont faites pirater l'ont bien compris. L'affaire Equifax, il n'y a pas très longtemps. Après, voilà, Renault, etc. Sur la partie voiture, il y avait aussi Jeep, Chrysler, qui avait du coup eu ce problème-là, et c'était aussi un énorme impact d'image pour eux. Et Volkswagen aussi, avec le dernier scandale sur le diesel. Donc c'est encore, je pense, assez difficile à pouvoir estimer, en tout cas pour les assurances, je sais pas trop. Je crois que c'est un nouveau dossier aussi chez les assureurs, le cyber-risque, de comment l'assurer. Je pense que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et c'est justement eux qui vont être très, très intéressés pour pouvoir évaluer ce risque. Je propose qu'on poursuive les questions autour d'un verre. Merci encore pour vos présentations et puis pour vos implications dans cette explication sur la cybersécurité, l'entreprise et aussi le quotidien. Merci à vous de nous avoir accueillis en tout cas. Merci beaucoup.